Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce séminaire Agir, Action de la gouvernance initié par la recherche. Vous savez, c'est le deuxième séminaire que nous tenons à l'Université Paris-Dauphine PSL. Nous avons souhaité mettre en place un séminaire qui alimente notre réflexion sur notre programme à moyen terme, en particulier sur toutes les questions centrales comme l'égalité des chances, séminaire du 21 mai dernier, les questions de changement climatique aujourd'hui et puis d'autres questions encore qui viendront. On a besoin de réflexion, de tirer les leçons des travaux de recherche d'un point de vue pluridisciplinaire pour éclairer notre pilotage stratégique sur les différentes questions qui nous concernent. Évidemment, la question du changement climatique est une question centrale. Nous avons à Dauphine, je crois que nous sommes la seule université à avoir un cours obligatoire pluridisciplinaire dès la première année sur les questions de changement climatique, fait par mathématiciens, sociologues, économistes, et on peut vraiment en être fier. C'est un cours qui se réplique aussi en deuxième année. Et on a aussi un master de développement durable. Enfin bref, on est très présent sur ces questions. Et comment, en fait, quelle est la conséquence de ces questions liées au changement climatique pour l'enseignement supérieur et la recherche? C'est le thème d'aujourd'hui. Ce thème d'aujourd'hui, ce séminaire d'Agir d'aujourd'hui, nous le plaçons dans le cadre du cycle PSL sur l'Anthropocène. Alain Fuchs, le président de PSL, va venir nous rejoindre dans un instant, et soit au début, soit à la fin du séminaire. Il nous dira un mot sur le cycle PSL Anthropocène, Paris Sciences et Lettres. Et en attendant, je vais céder la parole aux intervenants que nous avons invités et dont nous sommes très heureux de la présence. Marianne Blanchard, qui est maître de conférence en sociologie à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, et qui va nous présenter un papier, une présentation, Le monde de la recherche face au changement climatique, à partir d'une enquête nationale pour justement identifier les leviers d'action. Les leviers d'action, c'est vraiment ce que nous cherchons à trouver dans la littérature pluridisciplinaire sur le sujet. Ensuite, nous aurons une deuxième intervention de Fabrice Flippo, qui est lui philosophe des sciences et techniques et enseignant à l'Institut Mines Télécom et chercheur au LCSP de l'Université de Paris. Auteur de l'impératif de sobriété numérique en 2020, et il va nous parler justement de la question du numérique avec un titre choc qui s'appelle « Le numérique, une catastrophe écologique ». On va voir ce que ça recouvre. En tout cas, ça nous aidera à réfléchir. Et puis, chacun aura 20 minutes pour intervenir. Et puis, je laisserai la parole à Stéphanie Mongeon, qui est maître de conférence en économie à l'Université Paris-Dauphine, au LEDA, et qui est aussi délégué aux questions liées au changement climatique, à la transition écologique à l'université. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et vous dire simplement qu'il y a un 4 pages qui va vous être envoyé à tous et à toute la communauté qui est tiré du premier séminaire que nous avons tenu sur l'égalité des chances, à partir des interventions de Julien Grenet, économiste, et Élise Denré et d'autres sociologues et politistes. Et il sera disponible. Nous ferons aussi ensuite une restitution de ce séminaire à travers un 4 pages qui résumera les différentes interventions et la discussion. Merci beaucoup. Je laisse la parole tout de suite à Marianne Blanchard pour son intervention et je la remercie de le faire avec nous. Je crois qu'il faut que vous mettiez votre micro, car nous ne vous entendons pas encore. Très bien. Mais... Donc, la présentation que je vais faire s'appuie sur une enquête collective conduite par Jérôme Greffian, Julien Gros, Damien Cartron, Milan Bouchette-Valade et moi-même. Donc, c'est une enquête qui a été réalisée dans le cadre du collectif Labo 1.5. Donc, c'est un collectif pluridisciplinaire qui rassemble des actrices et acteurs du monde de la recherche, dont l'objectif est de réduire l'empreinte des activités de recherche sur l'environnement, et notamment l'empreinte carbone. Alors, l'objectif de cette enquête était double, puisqu'il y a d'abord une question de connaissance, d'explorer, de mieux connaître les pratiques et les opinions des membres de la communauté scientifique donc face
aux questions environnementales et nous l'avons axé plus précisément sur la question du changement climatique. Et le deuxième objectif était d'explorer les solutions et leur acceptabilité. C'est-à-dire que c'est une enquête qui a une dimension scientifique de connaissances, mais aussi qui est orientée vers l'action et la recherche de solutions. Donc cette enquête a été initiée en 2019. Alors une première étude exploratoire a été effectuée. Nous avons fait passer un premier questionnaire auprès de sociologues lors d'un congrès de l'Association française de sociologie. Et à partir de cette première étude, nous avons préparé une enquête en ligne qui a été diffusée par la suite à des personnels associés à une unité CNRS. Donc, pour avoir un échantillon le plus représentatif possible, nous avons tiré au sort 30 000 adresses email dans la base Labintel du CNRS et donc envoyé des liens personnalisés à ces adresses. Donc, on a eu un taux de réponse d'un peu moins de 24%. Donc, un peu moins de 24% des adresses qui fonctionnaient ont donné lieu, les personnes ont commencé à répondre au questionnaire et 20% ont répondu à l'ensemble du questionnaire, ce qui a donné un total de 6500 réponses. Alors, c'est une enquête qui est inédite, à la fois par son ampleur, puisque donc 6500 réponses, c'est beaucoup de répondants, et c'est aussi 70 disciplines, différents statuts, et par rapport à la littérature qui existe sur le sujet, cela permet beaucoup de comparaisons, de croisements, qui ne sont pas possibles dans la plupart des enquêtes qui existent, puisque ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est beaucoup des enquêtes sur une communauté disciplinaire, par exemple les astrophysiciens, les géographes, voilà, ou alors au sein d'une institution, d'une université donnée. Donc, enquête inédite par son ampleur, mais aussi par la diversité des thèmes abordés, puisque notre enquête aborde à la fois les pratiques de mobilité, notamment l'usage de l'avion, nous y reviendrons, l'usage du numérique, et aussi les opinions. C'est-à-dire que nous avons recueilli des opinions à la fois sur la perception des enjeux environnementaux, sur la connaissance des questions liées au changement climatique, aussi des questions sur la sensibilité écologique, plus généralement des personnes, et puis toute une batterie de questions sur des solutions qui étaient proposées et la façon dont les personnes les juger prioritaires ou non, acceptables, susceptibles de nuire ou non à leur pratique de recherche. Alors, dans cette présentation, je vais revenir sur 4 points saillants de cette enquête. D'une part, le fait qu'on constate que la communauté des chercheurs et chercheuses en France est une communauté inquiète face aux risques environnementaux, mais aussi une communauté consommatrice d'avions. J'aborderai assez rapidement la question du numérique avant de me pencher sur les solutions à envisager. Alors, une communauté inquiète. Donc, nous avions des questions assez générales sur la question du changement climatique, notamment. Et donc, ce qui ressort, c'est de manière extrêmement massive la préoccupation des personnes interrogées. Puisque là, on est à 70%, un peu plus même, de personnes qui sont soit très préoccupées, soit extrêmement préoccupés face au changement climatique. Et ce qui est d'autant plus frappant, c'est de voir que cette préoccupation a augmenté, a beaucoup augmenté, même pour 44,6% des répondantes et répondants, au cours des dernières années. Donc, c'est frappant, mais c'est assez facilement explicable, eu égard à la fois aux différents rapports du GIEC, au fait que les scientifiques ont à plusieurs reprises tiré la sonnette d'alarme sur cette question, et aussi eu égard à l'urgence en fait de la nécessité de changer, et que l'on perçoit déjà les premiers changements, les premiers effets de ce changement climatique. Deuxièmement, donc, je vais développer un peu plus cette question du poids des déplacements en avion. Alors, pourquoi? Puisque ces déplacements sont extrêmement émetteurs en CO2. On le voit ici, donc là j'emprunte une infographie réalisée par Raphaël Lemaire, donc vous avez en dessous la référence du site, qui montre le poids ici d'un vol transatlantique
par rapport à différentes pratiques. Notamment, j'insisterai sur le fait que consommer 1 heure de vidéo par jour par an ne représente que 48 kg équivalent CO2. Voilà, et ce sera dit dans la deuxième présentation, la vidéo est ce qui consomme le plus en termes de numérique. Pour mettre d'une autre façon en perspective, hein, un congrès de 2 jours en visio, c'est environ 1 kg équivalent CO2 par personne. Donc, à mettre en perspective avec ce vol transatlantique, 3000 kg, 3000 fois plus. Alors, un constat récurrent dans la littérature est le poids de ces déplacements en avion dans les émissions de gaz à effet de serre des institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Donc là, j'ai deux institutions qui ont fait leur bilan carbone et donc l'ETH de Zurich qui montre que plus de la moitié des émissions sont liées aux voyages professionnels et dans ces voyages professionnels, 93% sont dus aux déplacements aériens. Et de la même façon, le PFL montre que plus d'un tiers de ces émissions sont liées au voyage professionnel. À titre individuel, des chercheurs en biologie ont fait leur bilan carbone. Et donc là, c'est le résultat extrait de l'article dont vous avez la référence. Et qu'est-ce que l'on voit? À quel point les vols, donc déjà, on voit à quel point le bilan carbone de ces chercheuses et chercheurs est très supérieur à celui du citoyen américain moyen et encore plus du citoyen du monde moyen, et à quel point les émissions liées au vol sont écrasantes en fait dans ce bilan carbone. Alors, que nous dit notre enquête sur ce sujet? Alors, en moyenne, on est à environ 9 heures de vol en 2019. Alors, c'était du déclaratif, avec toutes les limites que ça peut induire, mais par rapport à des enquêtes basées, par exemple, sur les déplacements institutionnels tels qu'ils ont été notés dans les logiciels, on retrouve des choses, des ordres de grandeur qui sont équivalents. Alors, un constat évidemment très net entre disciplines, voilà, avec des disciplines extrêmement consommatrices de vol. Un résultat qui est assez intéressant, c'est de voir que les personnes qui essayent de limiter l'avion, voire qui n'utilisent plus du tout l'avion dans un cadre personnel, sont aussi toutes choses égales par ailleurs, celles qui utilisent toutes choses égales par ailleurs, utilisent un peu moins l'avion dans le cadre professionnel, c'est-à-dire qu'elles essayent aussi d'être en cohérence professionnellement et personnellement parlant. Enfin, et c'est un résultat à nouveau qu'on retrouve dans plusieurs autres études, un effet très net du statut sur le temps de vol. Alors, je vais m'arrêter un peu sur ce résultat. Donc là, vous avez le nombre d'heures de vol par an déclarées en 2019 en fonction du statut. Et ce qu'on voit, c'est que plus le statut augmente, si on peut dire, plus le nombre d'heures de vol est important. Et pourquoi c'est un résultat sur lequel j'insiste? C'est que très souvent, on entend l'argument de dire oui, mais si on limite le nombre d'heures, ça va être néfaste aux carrières des jeunes chercheurs, de celles et ceux qui cherchent un poste, etc. Or, on voit que ce ne sont pas elles et eux qui utilisent le plus le vol. Donc, ça invite à une réflexion sur ce sujet. Alors, autre point, pourquoi vole-t-on? On vole essentiellement pour les conférences et les présentations. C'est 47. Est-ce que vous pouvez mettre vos diapos en plein écran? Ils sont en plein écran. Je ne sais pas si je vais les agrandir. Diaporama. Ouais. Ah, très bien. Alors, par contre, c'est très très gros là. Excusez-moi, mais ça rame complètement. J'ai perdu le fenêtre. Afficher l'écran. Non, je vois plus rien. Attendez. J'ai mon ordinateur qui rame là, pardon. J'ai plus rien. Alors.
Je suis désolée de ce bug. J'ai plus ma présentation. Alors, je vais essayer de quitter le partage et de refaire. Oui, bah écoutez, désolé de vous avoir interrompu. Ouais. Parce que là, bon, je vais continuer sans les slides et puis voilà, quand ça revient. Voilà. Donc ce qu'on voyait, enfin ce que vous ne voyez pas, mais qui reviendra peut-être, c'est que 40% de ces déplacements sont essentiellement pour les conférences. Alors c'est variable en fonction des disciplines. Évidemment, il y a des disciplines qui vont plus avoir besoin de de collecte de données. Mais néanmoins, ça pose quand même la question de repenser collectivement les modalités de partage et d'échange des connaissances dans la collectivité, dans la communauté scientifique, hein, puisque sans doute il y aurait d'autres façons de partager et de repenser que de devoir nécessairement se déplacer. Alors, je retente le partage. Hop, ça devrait venir. Voilà, bon, je vais rester comme ça hein, pour. Alors, pourquoi l'avion plus que le train? Donc, j'espère que vous voyez mes diapos. Oui, Donc, vas-y, voilà. merci. Pardon. Dans le résultat, ce qui est intéressant, c'est que, donc, outre la question de la rapidité, d'éviter de passer une nuit supplémentaire sur place, on voit que dans près d'un tiers, 32%, les personnes prennent l'avion parce que c'est moins cher que le train. Alors, évidemment, ce n'est pas les institutions d'enseignement supérieur et de recherche qui sont responsables de cette distorsion des prix entre l'avion et le train. Néanmoins, ça pose aussi la question dans la prise en charge des financements de permettre de financement d'émissions de prendre le train, même si c'est plus cher que l'avion. Puisque voilà, c'est peut-être plus cher économiquement, enfin en termes de coût, mais en termes de coût environnemental, le train l'est infiniment moins. Alors, maintenant, je vais aborder quelques rapides points autour du numérique. D'abord, la question de la visioconférence. Alors, c'est un peu coupé. Bon. La visioconférence, beaucoup de personnes jugent que c'est relativement adapté, voire très adapté. Donc en rouge, c'est inadapté, hein. J'essaie d'adapter à la fenêtre. Voilà. Donc majoritairement, notamment pour les réunions de travail. Donc là aussi, ça pose la question hein, des déplacements et d'alternatives assez faciles à certains déplacements, de mettre en place la visioconférence. Et l'enquête montre aussi que le premier confinement, puisqu'on a envoyé hein, les questionnaires immédiatement après le premier confinement, loin d'avoir découragé, voire dégoûté les collègues de l'usage de la visio, les a rendus relativement, voire beaucoup plus favorables à l'usage de la visio ou de l'audioconférence. Donc c'est un résultat qui est quand même assez positif hein, de voir que le fait d'avoir été confronté à cet outil de manière quasi quotidienne dans nos usages professionnels a rendu les personnes plus favorables. Alors, d'autres pistes à explorer. Donc là, j'évoque rapidement d'autres points. On avait toute une batterie de questions sur le matériel, notamment le matériel informatique. Et là, je voudrais porter votre attention sur cette question donc, qui interrogeait sur l'usage des reliquats, puisqu'on a tous et toutes eu à un moment donné un reliquat de financement à utiliser avant une date butoir. Et dans un tiers des cas, en tout cas pour les personnes qui avaient été confrontées à ce cas, un tiers des personnes ont acheté du matériel informatique, écran, ordinateur, tablette, alors que ce n'était pas vraiment indispensable. Donc cela pointe, ça ajoute, si j'ose dire, à la longue liste
des effets négatifs du financement de la recherche par projet. Alors, quelles solutions envisager face à ces enjeux? Alors, nous avons proposé aux répondants et aux répondantes plusieurs solutions, plusieurs actions qui pourraient être mises en œuvre au sein des institutions et laboratoires. La plupart des actions, donc ici, on a mis comme exemple des actions en lien notamment avec l'avion. On voit que sur la question de la limite des vols en avion par personne, on a plus de 50% des répondants et des répondantes qui estiment que c'est prioritaire. De la même, réduire le poids des conférences internationales dans les évaluations de carrière. Plus généralement, cette question sur le poids des conférences internationales soulève en fait cette question de l'international dans nos carrières. Qu'est-ce que ça veut dire être international? Voilà, est-ce que voyager est nécessaire pour avoir une dimension internationale? Comment repenser cette question et le poids qu'on lui donne dans les carrières? D'autres points, réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on est à un peu plus de 50% pour les personnes qui pensent que c'est prioritaire. Et une action moins consensuelle, c'était par exemple la question d'intégrer les émissions dans les critères des sélections des projets à financer. Donc là, on est sur quelque chose de moins consensuel, puisque on a près de 30% des personnes qui déclarent qu'il ne faut pas le mettre en œuvre. Toujours sur la question des solutions, on a interrogé les personnes sur ce qu'elles étaient prêtes à mettre en œuvre. Donc en bleu, non, car elles sont déjà très basses. Donc les personnes, là dans le cas qui disent je ne peux pas vraiment changer parce que je l'ai déjà fait. En rouge, celles par contre qui ne sont pas prêtes à le faire. Et on voit que la plupart des gens, quand même, globalement, sont prêts à réduire les vols, notamment pour les conférences, réunions, congrès. Donc là, on voit que ce sera à la fois une piste efficace pour réduire les émissions à effet de serre et une piste acceptable par la communauté scientifique. Mais repenser aussi la question de l'équipement post-informatique, la question du déplacement domicile-travail que je n'ai pas évoqué aujourd'hui. Voilà. Et pour les missions, là, on est sur des choses un tout petit peu moins consensuelles, mais quand même. Et ça questionne aussi des choses qu'on retrouve dans la littérature sur le sujet, à savoir que souvent les personnes à titre individuel sont prêtes à changer, mais c'est au niveau de l'institution qu'il va y avoir des blocages, au niveau des attentes, au niveau des modes de financement, au niveau des modes d'évaluation aussi. Dernier point que j'évoquerai ici, les risques liés à la mise en place d'une politique de réduction des vols. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que pour les personnes, le risque qui est le plus grand, enfin qui est à la fois le plus probable et qui constitue un problème, c'est gêner l'insertion des jeunes chercheurs. Et cette réponse, c'est à mettre en relation avec le graphique que je vous ai précédemment montré, qui montrait justement que les personnes qui volaient le plus n'étaient pas les jeunes chercheurs, mais les professeurs et directeurs et directrices de recherche. Et donc, finalement, on voit qu'il y a une crainte qui n'est pas nécessairement fondée objectivement de penser que ça limiterait l'insertion des jeunes chercheurs. Ensuite, on a l'enjeu des données. Alors, on voit encore qu'il y a des vols des déplacements qui paraissent plus nécessaires pour la collecte des données. Mais quand on est sur la diffusion des travaux, par exemple, les craintes sont beaucoup moins élevées. Voilà. Et on voit que, par exemple, sur la qualité des travaux, les gens pensent que ce serait peu probable, et c'est assez massif, qu'il y ait un lien entre la réduction des vols professionnels et la diminution de la qualité des travaux. Donc, globalement, les personnes interrogées apparaissent relativement ouvertes à des mesures, à une réflexion collective sur cette question de l'usage des vols dans nos carrières et nos métiers de la recherche. Alors, je vais m'arrêter là. Pour plus de résultats, de nombreux graphiques et une présentation du questionnaire sont disponibles en ligne sur le site de Labo 1.5.
et des exploitations plus détaillées sont en cours. Je vous remercie pour votre attention et je vous laisse mon contact si vous avez besoin de plus d'informations ou des questions sur cette présentation ou sur la recherche en général, enfin sur cette recherche en général. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marianne. Merci pour avoir aussi tenu le temps et pour aussi ces solutions très pragmatiques, au fond, dont on pourrait discuter. Je signale que j'ai oublié de le dire dans mon propos préliminaire, que vous pouvez évidemment poser des questions dans le fil de discussion et on aura un temps d'échange après la discussion de Stéphanie Mongeon. Je crois qu'il y a aussi le collègue Eric Olinski qui voudra peut-être faire un tout petit commentaire et qui est vice-président en charge de la RSU à l'Université Paris-Dauphine, voilà, qui est lui politiste. Alors, je laisse tout de suite la parole à Fabrice Flippo. Merci. Donc, le temps d'organiser un peu une fenêtre. Est-ce que c'est bon là? Est-ce que vous voyez? J'avance, je recule, ça va? Voilà, c'est bon. C'est bon? J'avance, c'est bon? Ça tourne? Oui, oui, ça va, ça va. Ok. Oui, donc, sujet très différent, je suppose que c'est fait exprès, hein. Donc autour d'un bouquin qui s'appelle L'impératif de la sobriété numérique, même si, comme il a été dit, il y a un autre bouquin qui va sortir bientôt, plus petit, qui s'appelle Le numérique, une catastrophe écologique. Mais enfin, du côté de la recherche, c'est plutôt ce gros bouquin-là qui est intéressant. Juste pour situer, je m'intéresse au sujet depuis une bonne quinzaine d'années, hein, ce qui à une époque où ça n'intéressait pas grand monde. Je vais procéder en 4 parties. Je vais être assez rapide et survolé, mais vous avez compris qu'il est possible de se reporter au livre ou d'aborder le sujet dans des séminaires de plus longue durée, parce que 20 minutes, c'est quand même très court. Donc, du point de vue de la méthode, quand même rapidement, moi, je m'appuie surtout sur la théorie politique, c'est-à-dire une articulation entre philo et terrain, pour faire très, très, très rapide. Et dans ce bouquin-là, je m'appuie plus spécifiquement sur un cadre théorique issu de l'anthropologue James C. Scott. En particulier, 2 concepts, le schème étatique et le texte public. Hein. J'en dis pas plus, mais c'est pour situer rapidement. Alors, quelques enjeux écologiques du numérique. Le numérique, c'est entre 2 et 4 % des émissions de gaz à effet de serre planétaires. Et donc, alors, est-ce que c'est grave? Juste pour se donner une petite idée, hein, à 4-5 degrés de réchauffement global, la France ça devient l'Algérie, en gros, connaît le climat algérien. Donc, vous voyez à droite une étude qui est parue il y a quelques années qui montre que les pics de chaleur pourraient monter jusqu'à 54-55 degrés à partir de 2050, hein, dans 30 ans, donc pas dans 80 ans, comme on entend très souvent. Le GIEC, en général, écarte les scénarios du pire, hein, et retient ce qui est le plus consensuel par construction, puisque c'est un organisme d'expertise de nature diplomatique. Donc, je suppose que vous êtes au courant, mais donc faut savoir que le risque est plus important que ce que dit le GIEC. Alors, à côté de ça, on a un numérique dont les consommations de data sont extrêmement importantes. On voit quelques chiffres ici de Cisco. Avec les volumes de big data, vous voyez 51% de croissance chaque année, 26% chaque année de croissance du trafic Internet et la 5G, évidemment, qui va fluidifier tout ça encore un petit peu, hein, pour davantage de transit. Il faut savoir que Cisco, en général, sous-estime les tendances, hein. Elles sont en général plus importantes que ce que Cisco dit quand on regarde les différents rapports successifs. Alors, tout ça pointe les usages, dire que derrière, c'est surtout la vidéo d'après le Shift Project. Oui, c'est pas faux, mais ça, c'est l'usage final. Il y a assez peu de travaux sur la consommation de numérique du côté industriel. Et pourtant, c'est des usages qui sont de plus en plus courants. Enfin, on pense aux jeux numériques ou à tout un tas d'autres applications. Tout ça conduit à des scénarios qui, en gros, sont basés sur 2 variables, la capacité du numérique à intégrer de l'efficacité énergétique et la croissance des usages numériques. Ici, vous avez 4 scénarios du Shift Project. Donc, un scénario conservateur, c'est-à-dire même, toute chose égale par ailleurs, le futur sera comme le passé.
Donc, vous voyez, c'est la courbe en bleu marine. On passerait de 4% de la consommation d'énergie primaire mondiale pour le numérique, on passerait à 7%, ce qui est quand même relativement énorme. Si jamais il y a moins d'efficacité énergétique que prévu et un petit peu plus de croissance, ce n'est pas 7%, c'est plutôt 9% et avec une très forte pente. Et le scénario sobriété, donc on arrive à cette question de la sobriété, vous voyez, ne fait que stabiliser la demande en énergie du numérique. Donc pour faire très rapide, hein, le numérique, c'est le pire de tous les secteurs en termes de gaz à effet de serre. C'est la plus forte croissance. Et la plus forte croissance est le niveau, disons, d'émissions de gaz à effet de serre parmi les plus forts dans les différents secteurs. Alors, qu'est-ce que c'est que la sobriété? Allons rapidement. Hein. La sobriété, on confond généralement la sobriété avec deux concepts, hein, et c'est le cas de la feuille de route sur l'environnement et le numérique du Conseil national du numérique, auquel j'ai pas mal contribué. Donc, on confond sobriété avec Green IT. Green IT, c'est un numérique qui serait plus vert. Ça ne veut pas dire vert, hein, plus vert. Ça veut dire juste plus vert que si c'était moins vert. C'est du relatif. Hein. Et donc ça, c'est un premier aspect, donc espèce d'efficacité écologique. Hein. Et de l'autre, le IT for Green, c'est-à-dire en quoi le numérique serait utile pour les autres secteurs pour eux-mêmes devenir plus verts. Donc là aussi, c'est plus vert, ça ne veut pas dire vert, ça veut dire juste plus vert. Donc une voiture qui consomme 6 litres, par exemple, elle est plus verte qu'une voiture qui consomme 7 litres au 100. Et ça ne veut pas dire que 6 litres, c'est ce qu'il faudrait par rapport aux enjeux du climat. Donc la sobriété, c'est autre chose. Hein, c'est le Shift Project l'a défini correctement. La sobriété, c'est la question des usages. Et donc la première question qui vient, c'est pas de dire plus ou moins vert, c'est dire est-ce que j'ai besoin de cet usage, qu'il soit vert ou pas vert, est-ce que j'en ai besoin? Donc c'est une toute autre question. Très rapidement, la sobriété en philo, évidemment, c'est une longue histoire, puisque c'est une vertu centrale chez Aristote, la sophrosune, en grec, qui se traduit par sobrietas en latin. Donc, elle renvoie à l'idée de modération, prudence, tempérance et surtout juste mesure. C'est-à-dire que la sobriété, c'est quelque part entre le pas assez et le trop. Donc, Aristote donne des exemples dans l'alimentation. Quand on mange trop, on n'est pas mieux que quand on ne mange pas assez. Quand on fait trop de sport, comme le soldat qui revint de la bataille de Marathon et qui mourut à l'arrivée, bah, trop de sport, c'est aussi mauvais que pas assez, etc. Donc, c'est l'excès et le défaut. Alors, il y a un livre assez récent qui a appliqué ça, hein, de Logic of Sufficiency, puisqu'en anglais, sobriété se traduit par sufficiency, non pas par sobriety, c'est un faux ami. Et inversement, sufficiency, ça ne se traduit pas par suffisance, puisque ça n'a pas la même connotation. Donc là, c'est bien sufficiency, le concept à utiliser. Et il l'applique à des situations contemporaines telles que les embouteillages, trop de voitures. Donc, au lieu d'aller plus vite, on va moins vite. Ou alors, pas assez de voitures. Donc, on va pas fabriquer les voitures à l'unité. Donc, ou les routes à l'unité. Il y a là aussi un seuil minimal d'usage d'une infrastructure ou d'une infrastructure de construction d'objets ou de circulation des objets qui justifie d'engager des dépenses. On ne va pas les engager pour un seul automobiliste. Soulignez aussi que pour l'Antiquité, il y a un lien évident entre vertu et ordre politique. La sobriété, c'est la vertu de la démocratie. La richesse, par contre, hein, c'est la vertu de la plutocratie. La force, c'est la vertu de la tyrannie, etc., etc. Je passe rapidement à l'époque moderne, en contemporaine, en m'arrêtant un tout petit peu sur la querelle du luxe au XVIIe, XVIIIe siècle, puisque la querelle du luxe, à cette question du luxe, de est-ce que j'en ai besoin, le luxe la pose de manière, disons, presque paradigmatique. Hein. Donc à cette époque, on a une bataille entre les pro-luxe comme Voltaire ou Mandeville, qui explique que grâce au luxe, le luxe tire les arts et les sciences, en gros, tandis que les anti-luxe mettent en avant que le luxe, c'est antidémocratique et c'est inégalitaire. Donc, notamment Rousseau dans le discours sur les sciences et sur les arts. Donc, Rousseau qui disait « Le luxe peut être nécessaire pour donner du pain aux pauvres, mais s'il n'y avait point de luxe, il n'y aurait point de pauvres. » Alors, une définition contemporaine issue de sociologues et de politistes, Bruno Villalba et Luc Semal, dans un bouquin qui est sorti récemment. Donc, ils définissent la sobriété comme la répartition équitable des ressources dans un monde fini. Moi, je propose une définition un peu plus large.
pas seulement au niveau de la ressource, hein, au niveau de, disons, des biens et des mots MAUX, une question de justice et une question de contrôle de l'historicité, puisque on voit assez vite que renoncer, entre guillemets, à toujours plus de numérique, bah, ça va être pensé précisément comme renoncer à quelque chose, puisque on est dans une certaine historicité du toujours plus qui se traduit notamment par la centralité de l'indicateur PIB. Donc, il y a un enjeu autour de cette question de l'historicité qui revient très vite dans les débats publics ou autour de la décroissance, puisque moins consommer, bah, c'est forcément revenir au Amish. Hein. On entend aussi bien le président actuel que tout un tas d'universitaires qui vont très vite utiliser le point Godwin des Amish ou de l'âge de pierre. Et ça, parce qu'il renvoie à une rupture dans une certaine forme d'historicité. Une petite note en passant sur la différence entre sobriété et efficacité. Je pense qu'il faut bien voir que en économie notamment, il y a beaucoup de confusion entre les deux. Très souvent, que ce soit les économistes ou les entreprises, on va mettre en avant le double dividende, à savoir que c'est bon pour l'économie et c'est bon pour l'écologie. Si par exemple je réduis ma consommation d'énergie dans mon data center, eh ben super, ça permet de faire des économies d'argent aussi bien que sauver la planète. Alors ça, évidemment, c'est faux, c'est archi faux, enfin, pour la raison très simple, c'est que le bilan global dépend de ce qu'on va faire de l'argent économisé. Hein, l'entreprise, elle a économisé de l'argent, bon, très bien, mais que va-t-elle faire avec l'argent? En général, elle va générer de la consommation supplémentaire. L'argent économisé sur la facture d'électricité va permettre de développer des nouveaux services qui eux-mêmes vont permettre de consommer plus. Hein. C'est un principe de base de l'économie depuis Adam Smith. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec de la sobriété, c'est simplement de l'efficacité économique et pas du tout ni de l'efficacité, ni même de l'efficacité écologique, ni de la sobriété. Donc tout ça, c'est ce qui génère, entre autres, toute la discussion autour de l'effet rebond. Alors, dans le cas du numérique, rapidement, peut-être déjà redéfinir un tout petit peu ce que c'est que le numérique. On dit souvent le numérique, technologie de l'information et de la communication. On met en avant la révolution Gutenberg, les réseaux sociaux, la vidéo, je viens de le faire hein, d'ailleurs. Donc, c'est plutôt de la dimension cognitive qu'on met en avant. Mais il ne faut pas oublier que l'inventeur de l'Internet en 1961, Leonard Kleinrock, il applique le paradigme, son geste initial, hein, c'est appliquer le paradigme de la logistique à l'information. C'est-à-dire qu'au lieu de commuter des circuits électriques, on va dire, hein, eh bien, on va déplacer des paquets. Ceux qui utilisent d'ailleurs des logiciels libres savent que dans le logiciel libre, on ne parle pas de logiciel, on parle de paquets. Et il faut voir cette notion de paquet un petit peu comme les colis Ikea. Vous avez plusieurs colis pour faire un même objet à la fin, et les colis peuvent circuler de manière différente sur l'infrastructure de transport pour arriver à la fin, et ça fait votre canapé dans votre salon. Internet, c'est un petit peu la même logique. C'est une histoire de logistique de l'information. Et la logistique, c'est pas seulement, comme je le montre dans l'exemple, comme je dis à l'exemple avec comparaison avec Ikea, eh bien, c'est pas seulement l'information, c'est aussi la commande. Et ce n'est pas un hasard si Pascal Lamy, l'ancien directeur de l'OMC, dit que la mondialisation qui démarre dans les années 70 repose sur deux innovations de nature logistique, Internet et le conteneur. Vous voyez, l'un renvoie vraiment très étroitement à l'autre. Et avant Internet, en gros, bah, vous avez le code barre, hein, et du code barre jusqu'à Amazon actuellement, c'est un continuum, si vous voulez, de numérisation et de pilotage des flux de matière et d'énergie et de pilotage de paquets physiques par des paquets qui sont de nature informationnelle. Donc, sous cet angle-là, Zara, la chaîne de magasins, donc, est assez paradigmatique de ce qui se produit actuellement. Quand on regarde l'écosystème numérique mondial, donc vous avez ici une analyse de la valeur ajoutée du numérique, le chiffre d'affaires, je vais y arriver, du numérique à l'échelle mondiale. C'est produit par la Fédération française des télécoms. Alors,
il faut bien souligner qu'il y a un problème dans la conception de qu'est-ce que c'est que le numérique. Hein. J'ai déjà souligné un problème entre information et commande, mais il faut se souvenir qu'au tournant des années 2000, quand il y a eu la bulle Internet, c'est autour des portails. Hein. Il y avait l'idée que les fournisseurs de contenu comme Time Warner devaient trouver des nouveaux canaux de diffusion comme à l'Internet et que bientôt les contenus passeraient par les postes multimédia que sont les ordinateurs. Hein. Bon, c'était une grosse erreur d'analyse qui s'est traduite par un effondrement en fait de la bulle Internet et Time Warner a repris son indépendance et AOL a fait faillite. Mais qu'est-ce que ça indique tout ça? Ça indique qu'on est loin d'un seul problème de contenu, même si le problème de contenu est toujours là, puisque avec Netflix, avec Salto, etc., il y a bien une mutation profonde dans la production et la diffusion de contenu. Mais si vous regardez dans l'écosystème numérique, là, dans le graphique, vous voyez que les contenus, c'est 250 milliards sur 4200. Donc, ça veut dire qu'il y a 4000 milliards. 4000 milliards, ça serait le prix des tuyaux pour acheminer le contenu. Vous voyez bien que ça ferait quand même très cher du tuyau. Donc, le numérique, c'est tout autre chose que ça. C'est vraiment cette histoire de commande, de circulation logistique de l'information. C'est aussi ça, disons. Hein. Alors, dans le numérique, il y a énormément d'argent. La CNUSED, là aussi, je vais très vite, mais toujours des problèmes de statistiques, des problèmes de repérage de ce que c'est que le numérique et de ce que ça fait. La CNUSED publie son premier rapport sur l'économie numérique seulement en 2019, en expliquant bien qu'elle a eu beaucoup de problèmes pour identifier ce qui se passait. En tout cas, quand on regarde la capitalisation mondiale, évidemment, ça ne vous étonnera pas de voir que le numérique est passé largement devant tout un tas d'autres secteurs. Et c'est ce qu'on trouve dans ce rapport. Alors, quand on écoute les différentes autorités dans le domaine, tout le monde voit, ou beaucoup voient des marchés absolument gigantesquissimes du côté du numérique. Donc, l'argent coule à flot. Ce n'est pas du tout le cas dans d'autres domaines, notamment la transition écologique. Hein. Pour isoler les maisons, il n'y a pas d'argent. Pour la transition agricole, il n'y a pas d'argent. Pour tout un tas de choses, il n'y a pas d'argent. Par contre, pour le numérique, il y a énormément d'argent. N'importe quelle petite appli trouve, ou même promesse d'éventuellement une petite appli qui un jour peut-être fonctionnerait, trouve de l'argent tout de suite, de capital risque et est prêt à prendre beaucoup de risques. Alors tout ça va évidemment vers une numérisation toujours plus approfondie. Donc si on ne sait pas de quoi demain sera fait, on sait où vont les investissements. Et ils vont dans le numérique. Donc, Microsoft, aujourd'hui, quand on regarde les annonces, hein, Microsoft vise 7 milliards de joueurs, par exemple, en ligne, Apple aussi. Cisco dit que le jeu sur Internet pourrait devenir rapidement la première cause de trafic mondial. Voilà, donc il ne faut pas s'étonner après des résultats. Alors je dis ça parce qu'il y a eu un rapport fait par Bercy sur le sujet qui est complètement aveugle à ces dynamiques-là, qui regarde à la manière d'un ingénieur les tuyaux, les réseaux et ce que font les consommateurs et pas du tout la dimension économique du problème. C'est quand même… donc ils s'interdisent complètement d'anticiper quoi que ce soit. Donc, dans 5 ans, dans 10 ans, ils se diront « Ah ben, je ne comprends pas, la consommation a encore augmenté, c'est bizarre. » Ben oui, c'est sûr que quand on ne veut pas regarder les variables, on ne peut pas anticiper ce qui va se passer par la suite. Alors, ce qu'il faut voir, c'est le potentiel de numérisation qui est tout à fait considérable. On peut numériser à peu près tout, on peut virtualiser à peu près tout. On peut faire des réunions dans des mondes parallèles, en quelque sorte, virtuels, sachant qu'à chaque fois, chaque animation, chaque pixel, c'est un calcul. Et donc, plus on est en 2 dimensions, 3 dimensions, 4 dimensions, et plus ça consomme de calcul. Alors après, dans le bouquin, je vais aller encore plus vite. Désolé, comme on n'a pas trop le temps, mais on a regardé j'ai réactualisé ce qu'on avait fait déjà il y a 10 ans, c'est-à-dire regarder 4 acteurs principaux, les autorités publiques, les entreprises, les consommateurs et les ONG. Pour aller très vite, les autorités publiques, pour des raisons de compétitivité, etc., elles numérisent à tour de bras, mais elles essayent quand même de limiter les implications néfastes, que ce soit sur l'énergie ou la matière. Les entreprises, idem, même à peu près même ligne. Alors, ce qui a changé il y a 10 ans, c'est que par rapport à il y a 10 ans, c'est qu'il y a 10 ans, les entreprises étaient anti-réglementation, pour faire simple. Aujourd'hui, elles sont très contentes de la réglementation européenne, elles trouvent que c'est super. Et puis, elles ont développé le recyclage du plastique et le renouvelable, notamment aux États-Unis avec les GAFAM.
qui se sont opposés à Donald Trump pas mal sur ce point-là. Les acteurs charnières comme les ONG, elles, ça peut paraître étonnant, mais elles ont été beaucoup sur l'efficacité aussi et pas beaucoup sur la sobriété. Et puis le dernier acteur clé, qui sont les consommateurs, les trois autres parlent en son nom tout le temps, mais les consommateurs, eux, on ne les entend pas. Puis quand on les entend, ils sont assez diversifiés en termes de positionnement, hein, suivant notamment les CSP, mais pas que ça. Globalement, ce qui domine dans tout ça, c'est la foi dans la technologie, c'est-à-dire que l'efficacité va permettre d'éviter le problème, de poser le problème de la sobriété. C'est le cas notamment du Green New Deal qui mise, pour décarboner l'économie européenne, qui mise beaucoup sur le numérique, un numérique complètement fantasmatique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir avec le numérique réellement existant. Le consommateur, quand on lui pose un peu la question, lui, il sent que ça se joue sans lui, qu'il n'est pas au courant et qu'il est de plus en plus prisonnier de tout ça, hein, situation de lock-in technologique. Alors pour conclure, là je suis déjà un peu trop long, hein, j'ai toute une partie aussi dans le bouquin qui est sur le débat. Quand on dit maintenant qu'est-ce qu'il faut faire, on est souvent dans un débat un petit peu lancinant. Faut-il le petit geste du consommateur ou faut-il l'action de l'État? Ni l'un ni l'autre, je dirais. Il faut arriver à comprendre que, je vais un peu vite, je suis désolé, mais arriver à comprendre que l'un et l'autre sont, disons, deux moments en fait de l'action collective et que l'enjeu il est plus méso-sociologique, il est ni micro-sociologique ni macro-sociologique, ou les deux à la fois, avec cette idée de poule et de l'œuf en fait, hein, pour lequel Jean Tirole a eu le prix Nobel. Donc, c'est-à-dire que, que ce soit du côté de la puissance publique ou du côté des minorités actives, souvent trois étapes, un investissement long et peu productif dans un certain nombre d'actions qui, à court terme, ne donnent apparemment rien. Et puis, pour une raison ou pour une autre, il y a un basculement, et puis une saturation et la formation d'un nouveau lock-in technologique. Je fais très, très vite, hein, mais je prends juste un exemple, ça sera plus parlant et je m'arrête là. L'investissement long et peu productif, c'est par exemple le cycliste héroïque qui utilise les routes à voiture au péril de sa vie tout seul et tout le monde se moque de lui. Ou alors c'est Anne Hidalgo qui met des pistes cyclables sur lesquelles il n'y a pas de vélo. Et puis, alors, chaque fois, on se dit à quoi ça sert, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Mais à un certain moment, il peut y avoir un basculement où, comme on l'a vu avec le virus et les coronapistes, avec tout d'un coup beaucoup de cyclistes ou avec les Vélib'. Et donc, on va avoir une activation comme ça d'un nouveau lock-in technologique qui va faire reculer un autre lock-in technologique. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai épuisé mon temps, mais tout ça est très détaillé dans le bouquin. Je vous remercie. Merci pour votre intervention. Vous aviez encore une minute, donc ah bon, je parle un peu de ma mesure phare alors parce que c'est la dernière slide. Voilà, c'est ça, 10 minutes même, il vous reste. Donc, ah bon, d'accord, bon, j'ai mal calculé, pourtant il me semblait y être. Donc j'ai un réveil sous les yeux pour se vérifier. Hein. Alors, moi, je propose une mesure qui est, puisque toutes les entreprises et les États, en fait, et surtout les entreprises, hein, quand elles lancent un produit, elles font un business plan. Donc, en fait, elles savent très bien combien elles veulent vendre de produits et quelle situation elles veulent atteindre pour que, disons, l'outil de travail, qui est l'outil de production qui est mis en place derrière, soit rentabilisé. Hein. Elles le savent à la louche, mais elles le savent quand même relativement bien. Donc là, l'idée, ça serait d'obliger, alors on n'en a pas détaillé comment sont leurs machines et tout, on respecte le secret industriel. Par contre, on leur demande de chiffrer la trajectoire, chiffrée sur le plan écologique et social, la trajectoire qu'elles cherchent à produire par effet de réseau quand elles lancent leurs produits ou quand une loi est votée. Hein. Donc ça revient ni plus ni moins qu'à faire par les entreprises ce que le Shift Project fait avec ses petits moyens. Donc c'est tout à fait faisable, c'est tout à fait réaliste, ça ne prend pas beaucoup de temps. Évidemment, il faudrait garantir ça par un tiers de confiance qui ne serait pas l'entreprise. Mais on aurait donc les chiffres de prospectif du Shift Project avant que le produit soit lancé et non pas après. Et ça serait communiqué un peu comme une autorisation de mise sur le marché. Hein. C'est-à-dire qu'il faudrait rendre tout ça public avant que le produit soit commercialisé. Comme ça, les individus savent dans quel réseau ils rentrent quand ils achètent un produit. Ils n'ont pas l'impression que c'est un choix individuel, comme le disent une partie des présentations des économistes néoclassiques, des préférences individuelles. Donc ça, c'est du baratin.
On est dans des histoires de réseaux plutôt mésosociologiques et donc les individus doivent savoir dans quoi ils rentrent. Bon, donc avec un chiffrage comme ça, je pense que si Samsung lance son téléphone, je pense qu'il en vendra quand même nettement moins. Bon, merci beaucoup. Ça aurait été dommage qu'on n'ait pas votre proposition pour la discussion. Je salue l'arrivée de mon collègue Alain Fuchs, président de PSL par Action CEDET, qui est venu nous rejoindre et qui est responsable de ce cycle PSL Anthropocène et qui va nous en dire un tout petit mot après la discussion que va nous proposer Stéphanie Mongeon de ces deux papiers, de ces deux présentations que j'ai trouvées très intéressantes. Merci beaucoup. Stéphanie, tu as la parole pour 10 minutes. Merci Mouv. Je sais que j'ai du mal à respecter mon temps. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, parfait. Déjà, je remercie beaucoup Marianne et Fabrice d'avoir accepté de se plier à cet exercice. Effectivement, 20 minutes, c'est un temps très court et les sujets abordés sont extrêmement vastes. Donc, le titre du séminaire, donc je le rappelle, enjeu de la responsabilité environnementale dans l'ESR. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir ces deux présentations qui sont effectivement très différentes. Mais dans les deux cas, cela interroge nos pratiques de recherche. Alors notamment, on l'a vu sur notre mobilité, et aussi dans l'utilisation que nous faisons du numérique. Mais ces questions sur nos pratiques de recherche, bien sûr, on va penser assez facilement aussi à les questions de la mobilité de nos étudiants. Donc, on rejoint aussi ces questions, mais aussi sur les outils que nous mettons à disposition dans le cadre de nos établissements, donc à disposition des personnels, aussi aux étudiants. Et donc là, on n'est plus sur la question du numérique. Alors, je pense notamment à ça. Alors, en matière de levier d'action, on a vu quelques propositions. Moi, j'aimerais en soumettre un autre levier. Et notamment, on voit que dans le cadre de nos formations, Mouv, tu évoquais ce cours de première année, donc pour expliquer, comprendre, mieux se saisir des enjeux, notamment en matière de changement climatique et d'érosion de la biodiversité. Mais je pense que aussi dans nos formations, un enjeu, ça va être de savoir dans quel monde on projette nos étudiants, dans quel monde on les fait penser. Et si finalement, le monde dans lequel on les fait penser, c'est un monde inchangé, c'est-à-dire celui qu'on connaît, eh bien c'est un monde où, dans leur métier, pour un grand nombre, ils auront à prendre très souvent l'avion. Et donc, ça va être extrêmement compliqué de modifier les pratiques professionnelles si on reste dans ce monde. Donc, comment le faire? Je ne sais pas bien, mais je crois que là, il y a quelque chose de l'ordre de la créativité, l'imagination à mobiliser pour essayer de commencer à penser et à se projeter dans un monde bas carbone qui va être forcément très différent. Donc, ça me semble un levier important. Et je pense que la question aussi s'adresse à nous, c'est-à-dire que nous, en tant que chercheurs, comment se projeter dans un monde différent? Donc, c'était un peu mon préambule. Après, j'ai des questions pour Marianne et pour Fabrice. Donc, Marianne, je trouve ça vraiment très intéressant, les trucs que vous avez faits. En plus, on voit, il y a eu beaucoup de réponses. Alors, bien sûr, quand vous avez montré un peu la hiérarchie des disciplines en lien avec leur mobilité avion, alors moi j'ai regardé ça avec grand intérêt. On a 6 laboratoires de recherche différentes et alors je me suis dit, bon, forcément, il y a des spécificités des disciplines qui vont imposer plus fortement le recours à l'avion, enfin aller, et d'autres moins. Alors, je ne sais pas si vous avez creusé cette question, j'ai eu un petit étonnement en voyant la place des mathématiques. Alors, je pense à mes collègues en mathématiques, certainement certains écoutent. Et je me suis demandé si vous aviez un petit peu creusé, interrogé sur ça. Donc, première question. Ensuite, il y a des déclarations de certains qui disent moi, je suis déjà très bas dans les émissions que je génère et je ne vais pas pouvoir beaucoup baisser davantage. Donc, je me demandais si dans votre questionnaire, il y avait moyen de vérifier ça. Parce qu'il y a un biais cognitif pour savoir est-ce que finalement je suis plutôt dans les gens qui font bien les choses ou qui font mal les choses. Et en général, on constate un énorme biais, notamment sur je suis un bon conducteur,
je ne connais plus le chiffre, mais il y a quelque chose qui dit que 80% des personnes interrogées se considèrent dans les 10% des meilleurs conducteurs. Enfin, ne retenez pas ces chiffres, mais c'était quelque chose. Donc, on a ce biais de « moi, je fais déjà très, très bien ». Donc, est-ce que ici, on pourrait peut-être interroger, vérifier ça? Alors, aussi, une autre question, en psychologie, on a des modèles pour comprendre les décisions, et notamment en lien avec les comportements pro-environnementaux. Et l'intention est un intermédiaire qui est important. Mais en même temps, on sait qu'il y a un gap important entre l'intention et l'action. C'est un résultat assez courant dans les travaux en psychologie sur les comportements pro-environnementaux, donc que vous connaissez. Mais peut-être avez-vous des précisions à nous apporter sur comportement pro-environnemental, c'est extrêmement large. Donc peut-être que pour certains sujets, ce gap est moins important ou pour d'autres plus important. Donc j'ai l'intention d'agir, mais vais-je le faire? Et peut-être sur ces enjeux climatiques, en raison de leur ampleur et voilà, du défi colossal qui se pose à l'humanité, on pourrait, je ne sais pas, avoir un gap qui sera moins important, en tout cas je le souhaite. Et donc vous l'avez un petit peu évoqué, mais c'est vrai que il va falloir changer la norme sociale. La norme sociale va changer notamment avec un changement dans l'évaluation de nos recherches. Donc on voit qu'il y a une dépendance quand même. On peut nous bouger, mais on a besoin que nos tutelles aussi bougent. Donc il va falloir faire les pas ensemble. Et un point important que je vous soumets, c'est aussi le fait, alors l'exemplarité, moi j'y suis très attachée, et puis aussi le fait de le dire. C'est-à-dire que changer la norme sociale, c'est aussi dire « oui, moi j'ai renoncé à une conférence pour éviter de… ». Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore observé dans nos laboratoires et que j'ai proposé à un certain nombre de collègues. Je ne sais pas si c'est fait finalement ou pas, mais ça me semble aussi important dans les hypothèses avec lesquelles dans les mondes dans lesquels on vit, on se projette, on construit, et bien se dire « ah, donc certains collègues, dont pour certains je considère très bons, chercheurs, eh bien, acceptent de renoncer à. » Ça me semble important. Voilà. Bon, alors, Fabrice, vraiment, ça m'a vraiment beaucoup donné envie de lire votre livre. Alors, je cherchais en même temps pour voir s'il était disponible à la bibliothèque. Il est, mais seulement en ligne. Donc, j'ai aussi beaucoup de questions. Donc, une première question, c'est est-ce que vous savez que si, en tant que chercheur, on est des utilisateurs très intensifs, finalement, du numérique, plus que d'autres, dans le secteur de la recherche? Alors, j'imagine que ça dépend beaucoup des disciplines, mais si on va voir nos collègues informaticiens, j'imagine qu'ils sont des utilisateurs très intensifs, mais j'aimerais savoir si vous avez un petit peu exploré cet élément. Ensuite, quelque chose que je partage avec vous, c'est que, donc, en tant que délégué responsabilité environnementale, je discute avec beaucoup de collègues, et souvent qui me disent, bon, Stéphanie, on est d'accord, le problème, c'est l'avion, essentiellement. Et alors, moi, je cherche à faire exister cette question du numérique qui me semble extrêmement importante et qui est extrêmement dure à faire exister. Alors, j'en veux par exemple pour preuve, on a fait le bilan d'émissions de gaz à effet de serre de Dauphine, de l'Université Paris-Dauphine, sur les 3 scopes. Et en fait, le numérique n'apparaît pas. Alors je me dis, mais comment est-ce possible? En quoi? Comment pouvons-nous le faire exister? Et par exemple, les chiffres qui sont souvent présentés, c'est qu'on est sur les émissions du secteur aérien, on est sur 2% des émissions mondiales, et le chiffre propose 4% pour le secteur du numérique. Alors bien sûr, on va tout sommer, donc ça fait un truc un peu étrange, un objet un peu difficile à saisir, mais on a à se dire, c'est l'avion la priorité. Le numérique, on s'en occupe pas, ça reste assez mineur. Et aujourd'hui, suite au confinement, la crise, les visios, tout ça, on a, je dirais, quelque chose c'est soit l'un, soit l'autre. Donc c'est devenu en plus très substituable. Avant, c'était à côté, mais il fallait surtout s'occuper de l'avion. Moi, j'essayais de faire exister ce sujet aussi pour dire, mais non, il faut avancer sur les deux. C'est impératif d'avancer sur les deux. Maintenant, après la crise, c'est comme si on disait, il faut choisir, quoi. Soit on se déplace, soit… Mais ce qui est le mieux, c'est peut-être de ne pas se déplacer, mais là, on arrive au numérique.
Donc, c'est peut-être encore plus compliqué de démêler les choses parce que c'est presque le numérique, oui, ok, ça a quelques conséquences, mais c'est le mal nécessaire. Et alors, je me demandais, dans une école d'ingénieurs, vous êtes professeur de philosophie dans une école d'ingénieurs, télécom, comment ces sujets, cette question est reçue et perçue? Est-ce que on accepte encore de vous faire rentrer dans l'établissement? J'imagine que les débats doivent être assez animés. Et donc, voilà, moi, je serais très intéressée de voir ça, que vous nous donniez quelques éléments sur ça. Et là aussi, j'ai eu des retours d'un collègue informaticien qui me disait, enfin, si on va vers la sobriété, en fait, nous, on ne va plus faire, quoi. C'est comme s'il y avait vraiment notre discipline, bien sûr, est complètement dépendante du numérique, et la sobriété n'est pas possible parce que là, on ne pourra plus faire. Et c'est vrai que, par exemple, en termes de machine learning, on voit que l'apprentissage, les algorithmes d'apprentissage, c'est à ce moment-là qu'il y a une très forte consommation d'énergie. Et comment faire, comment négocier avec ça? Petite question subsidiaire, je ne sais pas si on aura le temps, mais je me demandais si il existait des évaluations sur ce que va faire la 5G, le déploiement de la 5G, en termes de consommation énergétique du numérique. Si vous avez quelques ordres de grandeur sur ça ou pas, ou finalement la question n'est pas pertinente. Merci beaucoup en tout cas, et je m'arrête là, j'ai dépassé 10 minutes, je crois. Respectez ton temps, parce que ça fait 10 minutes pile. Très bien. Bon, merci beaucoup. Alors, je vais peut-être donner la parole aux deux présentateurs pour qu'ils répondent, et ensuite à Eric. Et on prendra quelques questions de la salle, et je demanderai au président Alain Fuchs de conclure ce séminaire. Merci beaucoup. Donc, Marianne ou Fabrice? Alors, Marianne, on ne vous entend pas. Il faut que vous... J'ai réactivé mon micro. Vous m'entendez là? Oui, bon, ok. Voilà. Oui, donc pour répondre aux questions, alors effectivement, il y a de grandes variations en fonction des disciplines. En ce qui concerne les mathématiques, ce qu'on avait regardé, nous, c'est la part des déplacements, notamment pour les conférences, versus la part pour récolter des données. Et les mathématiciens se distinguent très, très nettement par un très fort usage de l'avion pour les conférences. C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont hauts en volume, mais en termes de structure, c'est ceux qui se déplacent le plus. Donc, ça pose des questions spécifiques pour cette communauté. Par ailleurs, sur la question du biais cognitif, alors effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore, qu'on va creuser, puisque plus généralement, on peut dire qu'il y a des formes de configuration disciplinaire, c'est-à-dire que si on est dans un milieu académique où les gens volent beaucoup, on peut avoir l'impression que relativement à une référence normale, on vole peu. Voilà, donc c'est vrai que ça, c'est des choses qui nous restent à explorer, c'est-à-dire de confronter cette opinion je vole déjà très peu aux pratiques et en comparant d'une part au sein de la discipline et ensuite par rapport à nos 6500 répondants. Sur le décalage entre intention et de changer et effectivité du changement, c'est quelque chose qu'on note. Bon, c'est des choses qui sont très, très classiques dans la littérature sur le sujet et plus généralement en sociologie, hein, le décalage entre opinion, représentation et puis pratique. Et on a notamment regardé, puisqu'il y a toute une littérature qui sur la question, donc c'est des questions de l'impact de la recherche qui ont d'abord émergé beaucoup dans le milieu de la climatologie, des études environnementales, et on a eu des articles ou des notes d'opinion sur l'hypocrisie, le paradoxe, même le péché de l'usage de l'avion dans ces milieux. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on note, c'est-à-dire que alors, c'est des différences assez légères, mais néanmoins qui sont significatives statistiquement. C'est-à-dire que dans les disciplines où l'on est le plus concerné par les questions environnementales et le plus inquiet, c'est aussi souvent celle où on vole le plus. Voilà, donc c'est des décalages comme ça qu'on note et qu'on est en train d'explorer pour l'instant. Mais ça montre bien
comment on peut vivre avec ce gap entre ce qu'on sait qu'il faudrait faire et ce qu'on fait effectivement. Voilà, je ne développerai pas plus pour le laisser le temps à la discussion. Merci beaucoup, Marianne. Fabrice Philippot. Alors, bon, moi, sur les chercheurs, j'ai rien à dire, donc c'est vite vu, hein, c'est-à-dire j'ai pas d'études et j'en ai pas vu, donc voilà, premier point. Deuxième point, sur le bilan carbone des instituts de recherche, moi, j'utilise assez régulièrement le bilan carbone de Paris 1, fait en 2009, qui fait apparaître assez nettement le post-informatique comme étant l'un des premiers contributeurs de gaz à effet de serre. Alors, c'est plus un point de vue étudiant, je pense. Faut regarder dans le détail, mais l'informatique apparaît très nettement. Après, c'est vrai que nous, on l'a fait au niveau du campus Évry et c'est l'avion qui arrive aussi très largement en premier, hein, des étudiants ingénieurs qui ont fait ça en 2009 aussi. Et depuis, plus rien. On dirait que ça gêne un peu comme, comme information. Hein, vaut mieux taire ce qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est un peu comme notre étude d'ailleurs sur le numérique vert. Il y avait des études concurrentes à l'époque vraiment très mauvaises qui elles, étaient citées partout parce que ça donnait les résultats qu'on avait envie d'entendre. Aujourd'hui, ça change un petit peu. Bon, à l'école d'ingénieurs, imaginez-vous que la nouvelle direction a mis dans la charte de l'ingénieur responsable comme 10e principe qu'il faut ne pas faire le numérique si on trouve un autre système. C'est les ingénieurs télécom, attention, hein, donc ils sont en plein dans le numérique. Hein, donc ça bouge. L'institution Mines Télécom a identifié, et ça c'est entre nous, la technophilie comme étant l'un des problèmes dans la prise en compte des enjeux de la transition écologique, hein, parce que en fait, la technophilie dispense de voir les problèmes de près. Il suffit de dire que de toute façon, la technique va trouver des solutions. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, il n'y a plus besoin de réfléchir très longtemps. Bon, ça aussi, c'est en train de changer. Alors, le numérique versus l'avion, il n'empêche que le numérique, en termes de gaz à effet de serre mondial, c'est plus que l'avion et ça augmente plus vite. Donc, il suffit de regarder, les chiffres ne sont pas du côté de l'aviation. Je pense que si l'aviation est autant ciblée, c'est aussi parce que tout le monde n'utilise pas l'avion. Et on l'a vu dans les manifs Gilets jaunes, hein, l'avion et le bateau qui étaient fortement ciblés, c'est de la part de population qui ne prennent pas l'avion ni le bateau. Et on considère que c'est du luxe, justement. On retombe sur ce que je disais tout à l'heure. Alors que le numérique, la vidéo, c'est plus embêtant parce que c'est très, très largement répandu aujourd'hui. Et donc, c'est perçu comme plus ou moins un besoin, quoi, hein, un besoin assez largement partagé et donc intersubjectivement validé, quoi. Donc, c'est plus compliqué. Je réponds très vite, hein, mais voilà, pour étayer un petit peu la chose. Sur la 5G, oui, il y a des chiffrages qui existent, hein, et toute personne, disons, un peu sincère, disons, aboutit à la conclusion que la 5G va faciliter l'augmentation du trafic et donc de la consommation d'énergie et non pas la réduire, même si on pourrait prendre des études qui existent ça et là qui essayent de démontrer le contraire. En fait, c'est toujours le même biais. Hein, on les avait déjà démontés dans notre étude en 2009. C'est toujours le même biais, le même type de biais, en fait. C'est-à-dire c'est des analyses d'ingénieurs qui sont sociologiquement déficientes et qui arrivent à des conclusions qui arrangent bien le client. Hein, mais ce n'est pas sérieux. Par contre, ça circule beaucoup parce que c'est ce que les gens, ou une partie des gens et des acteurs, a envie d'entendre. Mais voilà, on pourrait les prendre une par une et montrer qu'elles ne tiennent pas la route. Si. Eric Agrikolowski, qui est vice-président chargé de la RSU, une minute. Oui, vraiment très rapidement. Merci beaucoup. Je voulais remercier l'ensemble des intervenants pour ces interventions vraiment extrêmement intéressantes. Je pense qu'ils participent d'une prise de conscience collective à la fois de l'urgence et de la complexité de l'urgence climatique et de la complexité des solutions qu'on peut trouver. Avion versus numérique, on a un peu l'impression de tomber de Caribe en Scylla, c'est-à-dire soit on produit du CO2, soit on en produit aussi, et en plus on produit des métaux rares, et puis en plus on accroît
les inégalités sociales, vous savez que les inégalités d'accès, ce qu'on appelle l'électronisme au numérique, sont très fortes et très clivantes au sein des sociétés contemporaines. Donc, il n'y aurait pas de solution. Et donc, ça alimente un petit peu le soupçon qui nous est renvoyé. Puisqu'il n'y a pas de solution, on va revenir à l'âge de pierre ou à l'ère des Amish. Donc, ne faisons rien. Je crois qu'au contraire, ce que vous avez dit montre qu'il y a des solutions d'entre-deux, basées sur la sobriété et la mesure. On voit très bien qu'il faut quand même réfléchir à ce qu'est l'internationalisation dans l'enseignement supérieur de la recherche et des étudiants. C'est extrêmement important. Et que autant il est déraisonnable de faire partir un chercheur pour une conférence de 2 jours à l'autre bout du monde ou d'envoyer 25 étudiants pendant une semaine, pareil, à l'autre bout du monde pour un voyage d'études. En revanche, des déplacements plus longs, sur 6 mois, 1 an, sont tout à fait, me semble-t-il, envisageables. Il faut calculer le coût à chaque fois de ce que ça peut produire et on peut raisonner collectivement, raisonnablement, me semble-t-il. Alors, je termine juste en disant, oui, il faut qu'on raisonne individuellement, évidemment, il y a une prise de conscience individuelle qui est importante, mais il me semble aussi dangereux de faire peser sur les individus, les citoyens, sur leur conscience et leur mauvaise conscience, la responsabilité de ce qui se produit. Et il faut absolument des régulations collectives. Et c'est sans doute ça que nous avons en tant que responsables d'université à faire, c'est-à-dire trouver des formes de régulation collective qui permettent à la fois de fournir des indicateurs pour que nous mesurions ce que nous produisons dans nos pratiques de recherche et en même temps nous soyons susceptibles de les limiter et d'aller vers cette sobriété et cette mesure et pas simplement chacun jouer les freeriders en se disant bon bah moi je le fais, j'ai mauvaise conscience mais je le fais. Je crois que c'est vraiment vers ça qu'il faut avancer en régulant mieux ces productions de CO2 et ces usages de l'Internet. Voilà. Merci Eric. Marianne Blanchard, vous souhaitez répondre de nous ou ajouter? Oui, je voulais juste réagir sur cette question du numérique. Évidemment, si on prend l'ensemble de la population mondiale, les émissions du numérique sont bien plus élevées. Mais là, on parle de la communauté des chercheurs. Et si tout le monde prenait l'avion comme nous, on serait déjà tous morts. Enfin, je veux dire, si on réfléchit sur les chercheurs, voilà, pour remontrer les chiffres, un aller-retour, c'est 3000 kilos de CO2 et c'est rien comparé à ne serait-ce que regarder la vidéo pendant 1 an. Alors évidemment, si on cherche sur nous en tant que chercheurs et en tant qu'institution de recherche, comment se réformer efficacement à court terme, pour l'instant, l'essentiel de nos émissions de CO2, c'est le transport. Après, le numérique, évidemment, mais avant les usages, c'est le matériel qui compte. On renouvelle trop, on s'équipe trop souvent avec des choses dont on n'a pas nécessairement besoin. Voilà, donc c'est rappeler aussi dans l'urgence ce qu'il faut, sur ce quoi il faut agir tout de suite par rapport à nous, chercheurs et chercheuses, sur l'ensemble de la population. C'est notre question. Oui, merci. C'est sans doute le point de vue micro qui importe ici. En même temps que le point de vue méso, mais le point de vue micro ne doit pas être oublié. Je laisse la parole alors, une dernière réponse de Fabrice, puis après on prendra les questions de la salle. Oui, alors tant pour le micro-macro, macro-micro, il faut des mesures collectives et faut-il l'avion pour les chercheurs, je pense qu'il faut raisonner en termes de mode de vie, c'est-à-dire le niveau méso-sociologique. Et c'est sûr que une carrière de recherche, c'est pas simplement plus ou moins de CO2. C'est bien plus compliqué que ça. Et donc, il faut remettre l'enjeu CO2 dans un contexte plus large. Parce que sinon, on tombe dans faut-il la visio ou faut-il l'avion? Et je vous assure que ça fait 25 ans et ce genre de discussion ne mène pas très loin. Merci. Merci. Quelques restitutions des questions, Florence? Oui. Merci. Donc, une question qui s'adresse peut-être à Marianne. Est-ce que la compensation carbone des déplacements des chercheurs est une première piste pour responsabiliser les établissements et les communautés? Est-ce que c'est un début de réponse à la problématique des déplacements en avion? Alors, la compensation carbone, c'est reculer pour mieux sauter. Enfin, je veux dire, d'ici à ce qu'on arrive à compenser, c'est une fausse solution. Et ce qu'il faut, c'est
c'est arrêter de penser qu'on peut compenser, continuer à vivre exactement comme on le fait et compenser par ailleurs. Il faut changer les pratiques. Voilà. Autre question, merci. Une question plus sur la sobriété numérique. Est-ce que concrètement, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, quelles mesures on peut prendre en matière de sobriété numérique? C'est quoi une université sobre numériquement? Alors, qui veut répondre, Fabrice? Moi, pour le moment, comme je disais tout à l'heure, hein, je n'ai pas forcément un focus sur le monde de la recherche, donc je n'ai pas une réponse évidente là comme ça. Par contre, au niveau macroscopique, en dehors de la recherche, tout ce qui est vidéo, déjà, ne devrait pas passer par des réseaux sans fil. Ça devrait être complètement proscrit. Ça devrait passer uniquement par des réseaux filaires qui sont beaucoup, beaucoup moins consommateurs en termes de ressources. Il y a des tonnes de mesures dans la feuille de route hein, du Conseil national du numérique ou dans la proposition de loi qu'a fait le Sénat pour réduire l'empreinte environnementale du numérique il y a un an ou deux. Donc, je n'ai pas pris la liste, mais vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de propositions. Après, il resterait à décliner dans le milieu de la recherche. Et là, ce n'est pas un exercice que j'ai fait. Donc, je préfère pas improviser comme ça sur le pouce. Merci beaucoup. D'autres questions? Très bien. Alors, vous souhaitez, quelqu'un souhaite-t-il reprendre la parole sur les sujets qui sont... Je voulais juste préciser, c'est un de mes collègues qui me fait cette remarque sur la compensation carbone, que de toute façon, si les facs devaient compenser en carbone, elles seraient ruinées, ce qui est déjà le cas de la plupart d'entre elles. Donc voilà. Moi, j'ai une question à vous poser. Comment vous définissez vraiment un laboratoire 1.5? Et bah, c'est une bonne question. Un laboratoire 1.5, déjà, c'est un laboratoire qui aurait mis en place qui aurait fait son bilan carbone, qui aurait mis en place une réflexion collective sur ces questions. Le collectif Labo 1.5 a mis en place un outil hein, pour pouvoir calculer les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est un laboratoire inséré, et plus généralement des institutions qui mettent en place des règles et des dispositifs, hein, puisque évidemment il y a cette opposition petits gestes et politique publique, mais entre deux, il y a des niveaux intermédiaires, il y a les institutions et mettre des règles sur les déplacements, des règles qui sont collectivement décidées sur le renouvellement du matériel. Ça aiderait déjà à ne plus faire reposer sur soi de se dire je renonce à cette conférence parce que, mais que ce soit un problème collectif. Voilà. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques de laboratoire qui auraient fait ça et qu'on peut évaluer et qui pourraient éventuellement servir, non pas forcément d'exemple, mais à discipline comparée? Est-ce qu'il existe une évaluation d'impact de ces laboratoires qui se seraient engagés dans une démarche 1.5? Alors en France, pas encore, c'est des choses qui sont en cours. À Zurich, l'établissement dont je citais la recherche, alors excuse-moi, j'ai oublié son nom, mais a mis en place des guidelines, enfin une feuille de route pour diminuer avec les émissions, notamment liées au déplacement en avion. Voilà, donc en tout cas, de se fixer des objectifs clairs, chiffrés sur ce point. C'est des mesures qui semblent assez urgentes à mettre en place. D'accord, merci beaucoup. Stéphanie, tu souhaites, avant que je donne la parole je laisse la parole à Alain. Non, mais moi, ce que je propose, la question de la compensation carbone, il va falloir en interne qu'on expose, qu'on explique de façon assez urgente, parce qu'effectivement, c'est une fausse bonne idée, hein. Même si les puits naturels sont clés hein, dans l'objectif de neutralité carbone, hein, mais il faut juste, une fois qu'on comprend quels sont les enjeux, les risques, ce que ça requiert, c'est vite, voilà, on comprend assez vite. Et puis bon, nous allons avoir bientôt un nouveau conseil environnemental et social. Et une première tâche, en tout cas, que nous allons proposer, c'est d'établir justement une stratégie de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce sera l'occasion de revenir sur toutes ces questions
d'analyser, de réfléchir, de proposer, de comparer, et puis de trouver une trajectoire au sein de notre université qui nous permette de contribuer à l'effort national, international à faire, un effort qui est très conséquent. Et on voit que ça va aller bien au-delà d'une substitution de quelques technologies ou de quelques achats d'ordinateurs en moins. C'est un changement de société qu'il faut faire. Et encore une fois, je pense qu'on a aussi un rôle à jouer pour préparer des étudiants à ça, pour les faire participer à ça, en leur faisant comprendre les enjeux et en les habituant à essayer de se projeter dans toute autre chose. Merci beaucoup. Fabrice, vous souhaitez… Ouais, c'était juste pour dire que moi, je n'ai pas d'exemple de labo, que mon labo ne se pose pas trop la question, mais que moi, je ne prends plus l'avion depuis un certain temps déjà. Très bien, merci. Alors, c'est une contribution microéconomique, là, d'agents non complètement représentatifs. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Et je trouve que la discussion était très intéressante parce qu'elle est concrète. Pour une fois, on a bien l'idée que on pourrait modifier les choses. Alors, c'est assez compliqué de sortir de l'injonction contradictoire entre binaire, entre 0 et 1, avion versus numérique. J'ai bien compris qu'il fallait aller vers les deux, en diminuant l'accès des deux en fonction des disciplines, etc. La question du comment se pose vraiment. Et donc, ce sera effectivement pour nous aussi l'occasion de le discuter dans notre nouveau Conseil environnemental et social, en impliquant tous les acteurs, y compris les étudiants, les personnels administratifs, les enseignants et les chercheurs. Et je pense que ce sera aussi une façon d'aller vers une solution qu'on trouvera par nous-mêmes. Dès lors qu'il n'y a pas une solution, mais il y a des solutions à partir, c'est ce que j'ai retenu de vos propos, à partir d'un diagnostic qui est le plus précis possible. Voilà, je vous remercie de votre participation à ce séminaire et je laisse la parole à Alain Fuchs, président de PSL, qui va nous parler de PSL Anthropocène et qui peut aussi dire son avis sur ces questions qui viennent d'être débattues. Alain, tu as la parole. Merci beaucoup, Mo. Bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous, même si j'ai eu quelques problèmes de déplacement. Et je ne mentionne pas le type le véhicule qui voilà. Je voudrais commencer par dire que j'ai trouvé le séminaire absolument passionnant. Je trouve que l'idée de séminaire Agir est formidable. Et puis là, effectivement, se pencher sur des questions qui agitent quand même la communauté aujourd'hui, ou qui commencent sérieusement à agiter la communauté, c'est-à-dire concrètement, qu'allons-nous faire, nous, dans le SR, dans l'enseignement supérieur à la recherche. Je retiens notamment qu'il ne faut pas se contenter de regarder notre bilan carbone du point de vue des déplacements en avion. Certes, c'est extrêmement important, mais qu'il y a effectivement la partie sur le numérique m'a absolument passionné. Et je dois dire que vraiment, ce séminaire Agir est tout à fait passionnant. Je suis ravi de pouvoir y assister et je ferai de même. J'imagine qu'il y en aura d'autres dans la foulée. Donc, merci, bravo, c'est vraiment très intéressant. Et je suis ravi d'être ici avec vous parce que voilà, c'est vraiment les initiatives prises à Dauphine sont formidables. Le Dauphine a choisi ce séminaire Agir pour s'insérer dans le cadre de la rentrée, des séminaires de rentrée sous la bannière de PSL Anthropocène. Je vais dire en 2 mots comment les choses se sont passées, parce que je crois que c'est assez intéressant. Nous avons été saisis au printemps-été, enfin avant l'été, par un groupe d'étudiants qui était représentatif des différentes composantes de PSL. Il y avait bien sûr des étudiants de Dauphine, il y en avait des écoles d'ingénieurs, de SPCI, pas mal, des mines, il y a des étudiants de l'ENS. Bon, donc un groupe d'étudiants qui s'étaient concertés, ce qui, je trouve, est déjà entre différentes composantes. Je trouve ça très intéressant parce que ça veut dire que les étudiants se parlent,
Il y a des véhicules pour que les étudiants échangent entre différents établissements. Je pense à Union PSL, par exemple, qui fonctionne bien, hein, et les étudiants sont très actifs. Quelle était la sollicitation de ce groupe d'étudiants? Ils sont tout simplement venus nous voir en disant, bon, voilà, nous avons des revendications, très polies d'ailleurs, mais notre revendication, c'est que dans la foulée de discussions qui avaient déjà eu lieu à différents endroits, également du groupe de travail qui est animé par Jean Jouzel sur la façon d'enseigner les éléments principaux liés au développement durable et à la crise climatique et écologique à l'université. Ces étudiants-là nous sollicitaient pour nous demander ce que nous comptions faire, quel type d'enseignement, comment, etc., etc. Alors, c'était tout à fait intéressant parce que ça nous a permis d'abord de leur répondre que les établissements PSL se mobilisaient. C'est le cas de Dauphine, où maintenant vous avez des enseignements obligatoires. Oui, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser parce que c'est incitatif et je crois qu'à partir du moment où les enseignants existent, les étudiants y vont, hein, ils sont très demandeurs. Nous avons pu observer qu'en faisant le tour des différentes établissements de PSL, que ces initiatives étaient prises à différents endroits. Et puis nous avons également mis en place un projet collectif qui s'appelle PSL Impact, dans le cadre d'une réponse à un appel à projet du ministère qui s'appelle, du SGPI qui s'appelle Excellence, bon, voilà, avec un jeu de mots sur un S qui est mis quelque part et que je n'ai pas tout à fait saisi. Ça veut dire, en résumé, j'espère qu'il y aura de l'argent à la clé. Nous sommes concertés entre établissements pour, sur la base d'un constat que je pense que tout le monde partagera, qui est que nous devons faire des progrès en matière de campus durable, d'accueil des étudiants, de faire en sorte que l'expérience étudiante dans nos campus urbains soit à la hauteur de ce qu'on peut leur proposer dans quelques grandes universités internationales, par exemple. Donc nous avons un projet, ce projet existe. Nous avons fermement l'intention de le mettre en place, quel que soit le financement que l'État nous apportera. Si le financement est décent, ça sera encore mieux. Mais si ça n'est pas le cas, il n'y a pas là si c'est moins le cas, il faut toujours s'attendre à tout de la part de l'État. Ce n'était pas là un geste opportuniste, c'est véritablement quelque chose qui est maintenant au cœur de nos préoccupations. Je reviens donc aux étudiants, le groupe d'étudiants avec lesquels on a parlé, discuté et élaboré donc un plan pour que, à l'échelle de PSL, sans que l'on doublonne évidemment ce qui se fait dans les établissements, parce que ce n'est évidemment pas comme ça qu'il faut faire, il s'agit de compléments, eh bien nous avons commencé par mettre en place pour la rentrée, là, 2021, une série de conférences sous la bannière PSL Anthropocène. L'idée étant tout simplement, c'était très simple, de demander à chacun des établissements de nous proposer dans ces conférences de rentrée une conférence ou un séminaire qui leur paraissait susceptible d'intéresser un large public parmi nos collègues et parmi évidemment nos étudiants. Et c'est comme ça que le séminaire Agir s'est retrouvé en quelque sorte dans la liste des conférences de rentrée. La conférence inaugurale a été prononcée par Jean Jouzel, qui est j'allais dire, un ami de la famille. Hein. C'est quelqu'un qu'on connaît bien et qui est absolument remarquable et qui a commenté le rapport du GIEC 2021, qui a été la partie science, le rapport du GIEC, puisque c'est le premier volet qui est paru en août. Hein. C'était vraiment absolument extraordinaire. Donc nous avons eu une conférence à l'ENS sur le dérèglement climatique. Je ne vais pas tous les citer. Aujourd'hui, c'est donc le séminaire Agir. C'est une première opération, en quelque sorte, ces conférences-là, qui sont enregistrées, qui sont ouvertes, et pour lesquelles je crois savoir que l'audience, et notamment l'audience étudiante, est vraiment tout à fait à la hauteur. Voilà.
Après ça, eh bien, nous avons, je ne vais pas décliner l'ensemble du plan, mais nous allons mettre en place des PSL UX qui seront essentiellement consacrés à interroger, faire venir des chercheurs de tous horizons, de toutes disciplines de PSL pour parler à nos étudiants, et ainsi de suite. Il y a tout un plan, effectivement. Donc, je trouve que vraiment la mobilisation est importante, elle est de bonne qualité, la prise de conscience est là. Et je termine en remerciant et en félicitant Dauphine pour toutes les actions menées dans cet établissement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain. Et je pense que tu l'as dit très juste. On peut aussi, on a la chance d'être dans PSL avec 12 établissements, 11 ou 12, je ne sais plus très bien le nombre exact, mais on peut vraiment avoir une émulation collective pour aller vers des objectifs à atteindre en matière. C'est pour ça que je posais cette question à Marianne et Fabrice ou à Stéphanie, qui connaissent bien ces choses-là, de la définition et de la pratique, de la pratique concrète, de la cible du labo 1.5. C'est un labo augmenté, en fait. Hein. C'est un labo meilleur que celui dans sa pratique. Donc, comment s'y prendre et comment le faire ensemble au sein de PSL, c'est tout à fait central. Alors, je voulais juste remercier Stéphanie Mongeon pour avoir organisé ce séminaire. Hein. C'est elle qui a coordonné les invitations, les espaces, Eric, et puis nos intervenants. Et nous allons faire un 4 pages. Nous vous solliciterons pour donner une version condensée de votre intervention, la discussion également, et puis nous pourrons ainsi diffuser ce 4 pages. Il y a un 4 pages qui existe maintenant du séminaire Agir. Et puis, je voulais aussi vous dire que, évidemment, l'intérêt du numérique, en dépit des difficultés que vous avez mentionnées, c'est aussi de répliquer plus facilement, de rendre reproductibles les conférences de manière plus aisée que le one-shot d'une conférence en physique, en face à face. Donc, on vous demandera votre autorisation pour pouvoir aussi diffuser auprès de nos étudiants plus largement ce séminaire. Le prochain séminaire Agir, je sais pas, je peux pas vous donner la date, j'ai pas encore réalisé, mais il s'appelle Penser par le corps. Voilà. Pourquoi penser par le corps? Parce que nous voulons mettre en place un programme APSL des relations entre sciences et art, et on voudrait exploiter les résultats de la recherche chez différentes disciplines sur les questions de l'interaction vertueuse, bien sûr, que nous espérons en tout cas vertueuse, sinon on ne ferait pas ça, entre les arts et les sciences. Voilà. À très bientôt et bonne fin d'après-midi et bon week-end à tous et à très bientôt.